Salam Outsiders, troisième journée de Coupe du Monde, c'était chaud aujourd'hui, ça a commencé très tôt, sincèrement très tôt par un France-Australie. Les gars, faut qu'on soit honnête, sincèrement, tout le monde attendait l'équipe de France. On se disait, cette équipe de France-là, qu'est-ce qu'elle va amener de nouveau? Qu'est-ce qu'elle va faire? Surtout qu'on parle beaucoup de Griezmann, de Mbappé, de Dembélé, etc. Ils sont venus sans Olivier Giroud aujourd'hui, c'était intéressant. Tu t'es dit comment est-ce qu'ils vont combiner ensemble tous les trois? Griezmann, Mbappé, Dembélé, effectivement, ils n'ont jamais combiné. Pendant 45 minutes la première mi-temps, il y a eu 3 passes entre ces 3 jours-là. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que tu veux venir gagner un match comme ça face à une équipe comme l'Australie? Tu sais qu'ils vont défendre avec un bloc pendant 90 minutes et tu n'es pas capable de combiner offensivement. Voilà ce qui s'est passé côté français. Griezmann, il faut qu'on soit honnête, il était totalement perdu, Antoine, aujourd'hui, je ne sais pas, il est encore dans son film là, entre je reste à l'Atlético, je vais au Barça, etc. Aujourd'hui sur le terrain, oui, il marque un péno. Je ne sais pas pourquoi les gens ont voté pour le nommer homme du match, parce que Griezmann n'est pas l'homme du match. Mais aujourd'hui, sincèrement, sur le terrain, il est totalement perdu. Entre gauche, droite, centre, tu ne sais pas où est-ce que le mec joue. Dembélé, il a essayé. Mbappé, il a essayé. Mbappé, en passant, petit détail, Mbappé, j'ai l'impression que tu fais un peu trop du Neymar ces temps-ci, quoi. Je sais pas, tu fais trop de... Mbappé, joue plus direct, quoi. Vas-y plus vite des fois de temps en temps, tu vois. Sinon, il a essayé de faire son match, tu vois. D'un autre côté, faut qu'on soit honnête. Umtiti, toute la saison, il nous a fatigués. Toute la saison, il nous a épuisés. Ouais, je veux qu'on me renouvelle le salaire. Moi, je mérite, je fais partie des top players, des top défenseurs, etc. Tu arrives en Coupe du Monde, tu fais des bêtises comme ça, tu mets ta main. Mais Umtiti, il y a un centre, il y a un corner. Mais pourquoi tu mets ta main? En plus, tu mets ta main et tu nous dis que tu n'as pas fait exprès. T'es sérieux, toi, quand même? Il vient, il met sa main comme un joueur de basketball. À un moment donné, je n'ai pas compris cela. Et ça encore, c'est, je sais pas, c'est des petits détails qui font la différence. Parce qu'en Coupe du Monde, ça peut coûter cher. Les Australiens, ils sont très solidaires en fait. Ils m'ont rappelé un peu les Iraniens qu'on a vus, tu vois, hier. C'est-à-dire c'est un bloc qui est très solidaire. Ils lâchent pas, ils sont partout, tu vois. Et en plus, l'Australie, c'est une équipe qui est sous-estimée. Par contre, la plupart des joueurs qui sont en équipe nationale d'Australie jouent en première ligue. Certes, pas dans les Manchester United, Arsenal, Chelsea, etc. Mais ils jouent dans le top clubs aussi en première ligue, des bons clubs en première ligue quand même, que ce soit Crystal Palace, Huddersfield ou bien voilà quoi, tu vois, c'est des joueurs qui sont là, c'est des joueurs qui sont présents, c'est pas des tocards. Donc aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, peut-être que la France s'est dit que le match allait être facile. Cependant, il n'a pas été facile. Parce que pour la première fois de l'histoire, on a utilisé la vidéo. Penalty sur Antoine Griezmann. En passant, parenthèse historique, la France, bizarrement, toujours les premiers, à jamais les premiers. Non seulement Marseille, c'est les premiers Français eux-mêmes à avoir gagné avec des champions. Bon, ça c'est entre eux. Mais si on parle internationalement parlant, la première fois qu'on a utilisé le but en or en Coupe du Monde, c'est le but de Laurent Blanc face au Paraguay. La première fois qu'on a utilisé la goal line technologie en Coupe du Monde, c'est Benzema, si je ne me trompe pas, face à l'Honduras. La première fois qu'on utilise la vidéo en Coupe du Monde, c'est Antoine Griezmann aujourd'hui. Certes, il y a penalty. Antoine Griezmann, il vient, il rate pas son penalty parce qu'Antoine Griezmann, on le connaît quand même, il a marqué des pénaux dans des moments importants de sa carrière, notamment à l'Euro face à l'Allemagne en demi-finale. Donc Griezmann, taf, il rate pas, il marque le pénal, tu vois. Donc derrière, la France mène 1-0. Dans la foulée, la main de Umtiti, ça revient à 1-1. Derrière, tu te dis que bah, les Français, il faut repartir à 0 finalement, parce qu'ils ont tellement galéré pour avoir ce pénal-là, que tu te dis comment est-ce qu'ils vont faire pour remarquer. Coup du sort, Paul Pogba qui vient, ballon qui est contré, qui traîne je sais pas quoi, ça frappe la transversale, ça rentre, la France gagne 2-1. Aujourd'hui, j'ai apprécié le match, les gars, faut qu'on soit sérieux. Lucas Hernandez, ouais, c'est pas Théo, c'est vrai, c'est Lucas, c'est le frère. Et de l'autre côté, Pavard, ils ont été vachement intéressants. Défensivement, mais offensivement, il manque quelque chose. Offensivement, j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup mieux. Offensivement, j'ai l'impression qu'il y a un petit effort qui peut être fait. Et ça, j'ai l'impression, c'est ce que amène Benjamin Mendy et c'est ce qu'amène Sidibé. Mendy passe son temps à monter et à centrer, ça c'est intéressant. Donc les Français, leur prochain match, c'est face au Pérou, ce ne sera pas facile parce que les Péruviens sont dos au mur. Les Péruviens sont dos au mur, effectivement les Péruviens sont dos au mur. Pérou-Danemark, excellent match de foot. Je vous ai dit, la Coupe du Monde, il n'y a pas de match non intéressant. Tous les matchs sont intéressants. Les Danois, moi j'ai hâte de les voir parce que je me dis, entre les Poulsen, Eriksen, Christensen, Simon Kjær, comment il s'appelle, Kasper Schmeichel, eux tous on les connaît, c'est des joueurs qui jouent dans les grands championnats, on les connaît, tu vois, on les voit à travers de la saison. Bon maintenant on va dire les choses sérieuses. Le Pérou là ils sont foutus là, parce que le Pérou là ils perdent le match mais ils ne méritent pas forcément de perdre dans un match où le Pérou a eu énormément d'occasions. Raphaël, comment il s'appelle, Guerrero, il rentre à un moment donné, il a une talonnade, il peut la marquer. Ils ont créé énormément d'occasions, ils n'ont pas réussi à marquer parce qu'en face il y avait un superbe gardien. Si tu ne connais pas Kasper Schmeichel, va voir les vidéos de son père. Peter Schmeichel, c'était un tueur lui aussi, un très grand gardien de foot. Finalement, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre parce que lui aussi c'est un top player. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis qu'en fait, en tant que tel, les Danois, ils sont pas mauvais. Les Danois, ils sont là, ils sont présents. Ils ont tenu solidement. Ils ont réussi à marquer un but parce qu'ils ont un joueur qui fait la différence.
Christian Eriksen. C'est un des rares joueurs qui est capable de faire la différence. En une passe, il casse 2 lignes. Il réussit à faire une passe qui trompe les 2 centraux péruviens, totalement perdus. Poulsen, il passe derrière. Quand Poulsen passe derrière et qu'il frappe, Poulsen, c'est un gaucher. Si tu connais un peu et que tu as regardé Red Bull Leipzig cette année en Ligue des Champions, en Europa League, tu sais que Poulsen, c'est un tueur avec son pied gauche. Mais le gardien péruvien, il fait l'erreur de partir sur le mauvais côté. Il lui ouvre complètement le côté. Et ben, Poulsen avec son pied gauche, évidemment que si tu lui donnes le côté gauche, il va te manger. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été très très létals. Les Péruviens ont manqué de chance. Les Péruviens vont jouer face aux Français. Attention aux Français. Pourquoi? Parce que les Français, face à l'Australie, il y a un truc qui m'a choqué. Ils ne peuvent pas changer de rythme. Ils sont incapables. Ils jouent comme ça de manière monotone. C'est tac, 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 tac. Il n'y a pas de... Bizarrement, ils ont Mbappé, Dembélé et tout, mais il n'y a pas assez d'accélération dans le jeu. Les Péruviens, ils vont très très vite. Vous les avez vus aujourd'hui, extrêmement percutants en fait sur les côtés. J'ai hâte de le voir. Malheureusement, le petit comment il s'appelle, Cueva là, Cuevo, je sais pas, on dirait un membre de Bigos là, le Péruvien qui rate ce but-là, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que les Péruviens, ils n'avaient pas marqué depuis, je sais pas, 40 ans, un truc comme ça en Coupe du Monde. Il aurait pu rentrer dans l'histoire. Le péno, il est là, mec, mais cadré, s'il vous plaît. C'est quoi votre problème? Il a un syndrome Messi lui aussi, malheureusement. Maintenant, ils vont devoir jouer leur qualification face à la France parce que s'ils perdent face à la France, c'est mort. En parlant du syndrome Messi, Argentine, Islande, les gars, il faut qu'on soit sérieux. Messi, c'est quoi ton problème? Messi, explique-nous. J'avais dit ici dans un débrief que tirer des penalties, c'est un skill set. C'est un vrai skill. C'est quelque chose que tu dois apprendre. De la même manière que tirer des coups francs, ça s'apprend. J'avais dit aussi dans un débrief. Et je suis content aujourd'hui parce que j'ai vu des commentaires. Il y a des gars qui ont remarqué ça, qui ont dit non, Stan, tu avais raison, tu l'avais dit dans un débrief. Pourtant, ce jour-là, dans les commentaires, on m'a attaqué de tous les noms en me disant non, c'est facile les pénaux et tout. J'ai dit un penalty, c'est pas facile, mec. Parce qu'un penalty, tu peux le rater comme tu peux le marquer. Aujourd'hui, quand tu regardes le match en tant que tel, tu dis que Messi, c'est la pression qui l'a tué. Il faut qu'on soit sérieux, c'est la pression qui l'a tué. Moi, j'ai dit Messi, si ma vie est en jeu aujourd'hui, là, tout de suite, on me dit Stan, tu vas mourir. Il y a un penalty là. Si le gars, il marque, tu survis. S'il rate, tu meurs. Choisis un joueur, Stan, pour te défendre. Je prends Cristiano Ronaldo. Voilà, je ne prends pas Messi. Si c'est un coup franc, je prends Messi peut-être. Mais si c'est un penalty, je prends Ronaldo. Et même depuis hier, si c'est un coup franc, je prends Ronaldo. Parce que Ronaldo, en tant que tel, la pression ne lui fait absolument rien. Walou, ça passe au-dessus de sa tête comme rien du tout. Ça ne le stresse pas en tant que tel. Ronaldo, tout le stade peut être en train de l'insulter, de trucs, etc. Il n'entend rien, le mec. Comme s'il a des boules qui il pose son ballon, il marque, il boule le ballon en tant que tel. Mais si le penalty qu'il fait, c'est une passe au gardien, c'est pas du tout sérieux. Le gardien aujourd'hui, islandais, il a été énorme. Très bon match de Alderson. Alderson qui a été sur tous les ballons aujourd'hui. Alderson qui a fait des arrêts sensationnels. Mais en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris en fait. Moi, je comprends plus rien dans cette équipe argentine-là. Je me pose des questions. Je me dis, Sampaoli, il joue à quoi? En fait, quand tu es en Argentine et que... Je sais pas, mec. Les mecs en Argentine, ils vivent ça comment? C'est quoi le problème de Sampaoli? Mec, tu as Dybala, Higuaín, tu as des bêtes de joueurs sur le banc. Et toi, tu te permets aujourd'hui de faire rentrer Higuaín à la 80e minute. Avant Higuaín, tu préfères laisser des Messa, des Pavón, des Banega jouer que de faire rentrer Higuaín ou Dybala. Je comprends pas. Mais ça, à chaque match, il faut qu'en Argentine, on nous sorte un gars qui sorte du championnat local. Chaque match, il faut un gars. Ah, dans le temps, c'était Rigoni. Maintenant, c'est des Messa et des trucs comme ça. Moi, j'en ai marre de voir des joueurs de Independiente, Boca Juniors, etc. Je m'en fous. Tu peux être le meilleur joueur de Boca Juniors sur la saison. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur que Dybala. Dybala, je suis désolé. Les mercredis, ils jouent la Ligue des Champions. À Boca Juniors, les mercredis, ils font quoi? Si c'est de manger des nachos. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Moi, les trucs que je ne comprends pas, il y a des choix que je ne comprends pas. Sampaoli, je le trouve douteux parce qu'il n'est pas logique. Il vient en conférence de presse. Il nous dit que c'est l'équipe de Messi, c'est la Coupe du Monde de Messi. Il faut aider Messi. Je mets un dispositif tactique pour aider Messi. Tu vois, c'est le meilleur dispositif tactique pour aider Messi. Mais Messi, si tu le connais, tu sais que plus que tu parles, plus tu lui mets de la pression, plus il va paniquer. Messi a besoin d'être relax. Messi, c'est pas le genre de mec qui peut tenir la pression. Et aujourd'hui, il y a ce problème-là. Aujourd'hui, il y a cette bêtise-là que Sampaoli fait, que je ne comprends pas. Et quand je vois ça, quand je vois le résultat aujourd'hui de 1-1, je ne suis pas sûr. Tous les crédits, il faut les donner aux Islandais parce qu'aujourd'hui, les Islandais, ils ont tenu Messi, ils ont forcé Messi à jouer sur son pied droit. À un moment donné, il y a une action, Messi, il fait crochet, 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 il rentre. L'Islandais, il bloque le côté gauche, il laisse tout l'espace du côté droit en disant littéralement à Messi, mais vas-y, frappe. Messi frappe et Messi frappe à côté. Parce qu'on sait que Messi sur le pied droit, c'est beaucoup plus compliqué. Et derrière, sur le pied gauche, c'est extrêmement létal. Aujourd'hui, les Islandais, ils lui ont pas donné l'opportunité de réellement frapper sur le pied gauche. Je pense que Messi, il a peut-être 2 frappes réellement, dont une qui est contrée par son propre joueur. Donc ça te montre à quel point ils ont mis un cadenas. Il y avait, je sais pas, mais il y avait comme il y avait vraiment une brigade anti-Messi qui était là au niveau du milieu de terrain islandais. Et c'était intéressant parce que j'ai dit
aujourd'hui, les Islandais, physiquement, ils ont bouffé les Argentins. Parce qu'en Argentine, Sampaoli nous ramène encore Mascherano. J'en ai marre de ces mecs qui vont en Chine. Pour moi, quand tu vas en Chine, à moins que tu sois Iniesta, parce qu'il vient de partir là, écoute maintenant, tous les autres là, pour moi, ils sont radiés du foot quoi. Tu vas pas jouer en Chine dans un niveau vraiment nullissime, ou bien Paulinho. Paulinho aussi, bon, je le mets exception, c'est l'exception qui confirme la règle. Ils vont en Chine, ils n'ont pas le niveau. Ils reviennent aujourd'hui, ça c'est vu. Mascherano aujourd'hui, il a fait que des passes dans la latéralité, aucune passe dans la profondeur, parce que Mascherano n'est plus capable en fait d'avoir cette vitesse et cette vivacité là. C'est un bon joueur, c'est un très grand joueur Mascherano, il a fait sa carrière, mais aujourd'hui on doit faire mieux en Argentine. Et ça c'est un sérieux problème. Di Maria, il n'a pas le droit. Au PSG, il est beaucoup plus lourd, Di Maria quand même. Di Maria c'est un top player. Il arrive en équipe nationale, il y a Walou, on le voit plus. On aurait dit Casper, mec, il disparaît. C'est pas du tout normal. À un moment donné, il faudrait que les gars se lèvent pour aider Messi. Parce que Messi a besoin de cette aide-là pour aller loin. En tout cas, moi j'ai peur pour les Argentins. Parce que là, le prochain match face à la Croatie, c'est do or die. S'ils perdent, ils sont morts. Les Croates, ils vont essayer de les battre et de les tuer. Le prochain match, c'est face à la Croatie, ça va être extrêmement difficile. Et derrière, je me pose une question aussi. C'est à savoir comment est-ce que cette Argentine-là peut aller loin dans ce mondial avec une défense où il y a des tocards comme Rojo, où je me dis, comme j'ai dit, Mourinho, si tu l'appelles à 2 h du matin et tu lui dis entre Rojo et Phil Jones, tu choisis qui? Il choisit Phil Jones. Même entre Rojo et Luke Shaw, même il choisit peut-être Luke Shaw. Tu vois, ils n'ont pas une assez bonne défense. Otamendi, il est trop fébrile. Le gardien, il n'est pas assez bon. Honnêtement, ces Argentins-là, j'ai peur pour eux. Dernier match de la journée entre Croatie et Nigeria. Bon, les Africains là, les gars, gérez-vous. Sincèrement, les gars, gérez-vous quoi. Mais quand même, mais vous êtes sérieux? Mais on va faire une première journée de Coupe du Monde où tout le monde va gagner des matchs, sauf les équipes africaines. Les Européens, il n'y en a aucune qui a perdu jusqu'à présent. Le Nigeria, on avait beaucoup d'espoir en eux. Ils se font taper comme ça par la Croatie. Mais un match très très nul en passant. En passant, parenthèse, j'ai une question. Parce que dans cette Coupe du Monde, il y a eu des matchs quand même, quand tu regardes le Nigeria-Croatie là qui vient de finir, il n'était pas super intéressant, tu vois. En termes de jeu et tout, il n'était pas super intéressant. Ça m'a permis de réfléchir en me disant, la Coupe du Monde à 48 là, qui va être fait au Canada, aux États-Unis et au Mexique. On va faire comment? Il y aura des Tibet-Mongolie ou je sais pas moi, des Ouzbékistan, Tibet, on va faire quoi? Ça va être des matchs mais extrêmement nuls, des matchs pas très très intéressants sincèrement. À un moment donné, en termes de spectacle, tu veux voir le top du top, tu veux voir des Portugal-Espagne, des Argentine-Islande, des matchs où il y a vraiment de l'intensité. Tu vois, il y a certains matchs de cette Coupe du Monde-ci, il n'y a pas cette intensité-là. Et ça, c'est dommage. Et c'est ce qui s'est passé dans ce Nigeria-Croatie où il y a un but contre son camp, il y a un penalty. Les Nigérians, ils n'ont pas une frappe cadrée avant près de 65 minutes. Ils s'en sortent pas. Ils sont intéressants, tu vois, ils sont intéressants individuellement. Victor Moses peut faire la différence, mais collectivement, ils n'ont pas réussi. Derrière, c'est assez étonnant parce qu'ils jouent face à une équipe croate qui n'a pas vraiment de 6. Une équipe croate qui a Modric, Rakitic. On sait que tous les deux, ce n'est pas les meilleurs 6 au monde. C'est des mecs qui sont plus des 8, qui sont plus dans le box-to-box à jouer tous les deux. Et tous les deux, en club, ils ont un gars derrière eux. Rakitic, il a Busquets et Modric, il a Casemiro. Là, ils n'ont personne et même malgré ça, ils ont quand même bouffé le milieu de terrain du Nigeria. Donc le Nigeria, je me dis, il y a du travail à faire, il y a du travail à faire. Le Nigeria là va devoir aller gagner face à l'Islande, un match qui ne va pas être facile parce que ces Islandais là, ils nous ont montré que ce n'est pas des tocards. L'Islande, ils jouent face à l'Argentine. L'Argentine a 500 passes, l'Islande n'a pas 90 passes et pourtant ils ont le même nombre de buts. Ça montre l'efficacité des Vikings. Aujourd'hui, je regarde ça et je me dis comment est-ce que le Nigeria va faire pour battre l'Islande? Ce ne sera pas simple. L'Islande est en pole position. Le Nigeria est presque dans la merde, ça va être très très compliqué, il va falloir que les gars ils se donnent. Iwobi aujourd'hui totalement transparent, vous ne l'avez pas vu, si tu as vu Iwobi, dis-nous, tu le vois en train de faire des fulgurances et tout, mais rien d'intéressant, le gars il n'apporte rien de plus en tant que tel. Igalo il était esselé, il était seul, peut-être qu'il devrait tenter de jouer avec 2 attaquants, Ahmed Moussa, Igalo et Nacho Igalo, essayer de faire des mix comme ça. John Obi Mikel, bon écoute, il a l'expérience et tout, mais c'était insuffisant. En défense centrale, mais il est sérieux le défenseur du Nigeria là? Et Kong, William, t'es sérieux toi? Mais Mandzukic, tu lui mets le sac à dos carrément quoi. Le gars il a sauté, il a mis les bras, mais il a pris Mandzukic comme ça carrément. Tu fais ça en Coupe du Monde, évidemment il y a un péno. Aujourd'hui c'est la journée des pénaltys en passant. Je pense qu'il y a eu 5 pénaux. Il y a eu un péno en France, il y a eu un péno australien, il y a eu un péno péruvien, il y a eu un péno croate. Et il n'y a pas eu un autre péno là, ouais c'est ça, il y a eu 4 pénaux en fait en tant que tel et Modric il n'a pas raté. Modric il n'a pas raté parce que Modric c'est un tueur, Modric te l'a mis à petit filet tranquillement. Aujourd'hui les Croates, moi, ils ne m'ont pas impressionné, mais ils ont été intéressants, ils ont été beaucoup plus pertinents que les Nigérians et j'ai hâte de voir le Croatie-Argentine parce que ce match là, sincèrement, je vous le dis, il n'est pas à rater. Demain, 4e journée de Coupe du Monde, ça va être extrêmement chaud. Costa Rica-Serbie. Costa Rica, ils sont quart de finaliste de Coupe du Monde. On a hâte de voir ce qu'ils vont faire face aux Serbes. Des Serbes qui sont solides, des Serbes qui sont physiques et des Serbes qui vont quand même tout donner. Donc demain, ce choc-là en tant que tel, peut-être on va assister au premier 0-0 de la Coupe du Monde. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un match extrêmement physique.
extrêmement serré. J'ai hâte de voir Keylor Navas. L'Allemagne joue son premier match face au Mexique. L'Allemagne championne du monde en titre. L'Allemagne qui va jouer demain avec Julian Draxler. C'est ce qu'a dit le coach Joachim Löw. Il a assuré que Draxler va jouer. Bah, écoutez, Draxler c'est extrêmement intéressant parce que Draxler, j'ai hâte de le voir jouer. Parce que Draxler à la Coupe des Confédérations, l'année passée avec l'Allemagne, il était capitaine. Il a été solide. Ils ont battu le Mexique 4-1 en Coupe des Confédérations. Est-ce que demain ils vont réussir à faire la même chose? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que Draxler va devoir tout donner. C'est un match important pour lui parce qu'il joue sa place. S'il fait un mauvais match demain, il risque de perdre sa place au profit d'un Marco Reus ou quelqu'un d'autre. Ozil, j'ai hâte de le voir aussi. Et Neuer qui n'a pas joué une minute cette saison, il faut qu'on soit sérieux, il a fait 2-3 matchs de préparation, là il a joué genre une mi-temps et je pense qu'il a joué 2 mi-temps en tant que tel, et le voilà titulaire comme ça en Coupe du Monde. On va voir Neuer, parce que derrière Ter Stegen, après la saison qu'il a fait, il méritait d'être titulaire en équipe nationale. Löw a fait ses choix, on va voir si ça va être payant ou pas, mais en tout cas les champions du monde, ça commence demain, c'est face au Mexique et ça va être un super match. Et la journée finit avec Brésil-Suisse. Brésil-Suisse, sincèrement, il faut qu'on s'y attende. Il y a Neymar, on l'attend. Pourquoi? Et je dis autant de fois Neymar, parce que Neymar, sincèrement, moi je me dis, autant on parle de Messi et de Ronaldo, mais les gens oublient que Neymar, il n'a pas joué presque cette saison. Il était blessé, il était 4 mois en vacances, il est revenu en préparation, il nous a fait des crochets. On aurait dit Ousmane Dembélé. Honnêtement, il est en train de tuer les gars là-bas, les petits ponts, les trucs. On a tout vu en match de prépa. On a hâte de le voir face à la Suisse. On a hâte de voir le Brésil face à la Suisse. Moi, j'ai hâte de voir les Marcelo, les Thiago Silva, les Coutinho, les Willian, voir comment va être l'animation offensive de ce Brésil-là face à cette Suisse-là. Est-ce qu'il va jouer avec Firmino ou est-ce qu'il va jouer avec Gabriel Jesus? Et de l'autre côté, en face, c'est pas des tocards. C'est du Shaqiri, c'est du Lichtsteiner, c'est du Ricardo Rodriguez du Milan AC, c'est du Sommer de Mönchengladbach. En fait, ces Suisses-là en tant que tels, ils sont toujours là. Ils vont être présents. Ils ne vont pas vouloir être ridicules. En toute honnêteté, ça ne peut être qu'un très bon match. On se capte demain pour la 4e journée de la Coupe du Monde. Les gars, je vous ai déjà dit, il n'y a pas de mauvaise journée, il n'y a pas de journée ennuyante, il n'y a pas de match ennuyant en tant que tel. Donc je vous attends demain. Soyez présents, soyez là. Entre-temps, on continue à liker, on continue à partager. On est tous outsiders, la famille.